Quelle stratégie pour décarboner le secteur immobilier qui représente un quart des émissions de CO2? Voilà le sujet qui va nous animer aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Nathalie Bardin. Bonjour Nathalie Bardin. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice marketing stratégique, innovation et RSE chez Altarea. Nous allons évoquer avec vous la stratégie d'Altarea en matière de décarbonation de son activité immobilière, ce qui nous amènera peut-être à essayer de comprendre un peu plus dans son ensemble la stratégie de décarbonation du secteur immobilier. Juste un mot quand même sur Altarea avant de commencer. Altarea qui a plusieurs activités immobilières, activités de foncière, mais également de promotion immobilière. Absolument. Altarea, c'est vraiment tout l'immobilier. Vous nous connaissez certainement parce qu'on intervient sur le secteur du logement, avec des marques comme Cogedim, Pitchimo, également sur la rénovation de monuments historiques avec Histoire et Patrimoine. Plus récemment, on en parlera avec Woodeum, qui est le leader du résidentiel bas carbone. D'accord. On intervient également sur les centres commerciaux. On a une foncière de centres commerciaux avec une quarantaine de centres commerciaux, avec plein de formats, des centres commerciaux d'entrée de ville, des grands centres commerciaux, du pied d'immeuble, voire même des gares, puisqu'on a transformé la gare Montparnasse, de l'immobilier d'entreprise. Et donc, on réalise des sièges sociaux. Donc, on est un acteur multimarque, multi-activités. On a même lancé là récemment de nouvelles activités que sont le photovoltaïque, les data centers, la logistique urbaine. Et donc, nous, notre fil rouge, c'est vraiment comment est-ce qu'on participe à la transformation urbaine avec un enjeu de bas carbone. Donc, l'obsession, c'est comment on décarbone. Comment on décarbone sur toutes ces activités immobilières. Et comment est-ce qu'on a un impact positif sur les territoires. Donc c'est vraiment le fil rouge de l'ensemble du groupe. Vous la constatez, cette urgence aujourd'hui justement de transition dans le secteur immobilier, quand on constate effectivement que le secteur immobilier participe pour beaucoup des émissions de CO2. Alors effectivement, les particuliers le voient quand on parle de passoires énergétiques, mais c'est beaucoup plus large que ça quand on parle du secteur immobilier dans son ensemble. Vous l'avez dit tout à l'heure, 30% des émissions de CO2, c'est le secteur de l'immobilier. Donc on est le deuxième secteur le plus émissif. Et nous, on s'est vraiment dit depuis le démarrage de la prise de conscience sur la transition climatique, qu'on avait une responsabilité et qu'on voulait la prendre pleinement. Et donc, par rapport à cette responsabilité, on s'est dit, en fait, on a adopté une posture par rapport à la RSE en disant on veut une RSE opérationnelle. D'accord. Et on veut passer à l'action. Et donc, très concrètement, on a démarré il y a 10 ans sur la foncière. Et donc, on a décarboné, on a réduit actif par actif. Comment on décarbone l'immobilier? Parce qu'effectivement, je me place côté particulier pour comprendre comment un professionnel le fait. Mais effectivement, il y a le fait d'éteindre ou non la lumière, le fait d'isoler mieux un bâtiment pour consommer moins d'énergie. Ça, c'est ce que le particulier peut faire. Le professionnel, c'est quoi? C'est un choix de matériel différent? C'est des techniques de construction différentes? Je reprends sur la foncière. Typiquement, on a repris centre commercial par centre commercial et ça va depuis changer l'éclairage pour avoir des éclairages bas carbone, LED, revoir l'ensemble de la gestion technique, repenser l'isolation. Enfin, donc, c'est plein d'améliorations qu'un particulier pourrait avoir. Et donc, on va travailler, en tout cas, sur l'existant. Et puis après, il y a tous les sujets de transformation. De réhabilitation. Et donc, c'est ce qu'on fait, par exemple, quand on a réhabilité notre siège, où on va garder les matériaux et on va chercher des isolants qui vont être biosourcés. Et ce qui nous a permis, par exemple, sur notre siège, de réduire notre empreinte de 13 fois par rapport à un siège classique. C'est intéressant, vous dites, on garde les matériaux. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de dire, maintenant, j'ai mis tous les matériaux qui correspondent à une transition énergétique. C'est qu'est-ce que je fais de l'existant, finalement, de ce qui a été fait il y a 20, 30, 40 ans et qui, finalement, ne correspond plus aux standards énergétique aujourd'hui. En fait, le meilleur carbone, c'est celui que vous dépensez pas et que vous utilisez pas. Et donc, quand vous gardez la structure, quand on garde la structure du siège des parfums Christian Dior à Neuilly, ou quand qu'on garde la structure d'un monument historique qu'on transforme pour faire du nouveau logement comme à Marquès-les-Lilles avec Histoire et Patrimoine, en fait, on garde 40% du carbone. D'accord. Oui. Et donc c'est en soi... Parce qu'on a gardé une partie de l'immeuble. Parce qu'on a gardé la structure. Et donc, on va travailler et on va optimiser l'immeuble dans des nouveaux usages et en essayant d'y mettre des matériaux isolants biosourcés, en travaillant la question de l'énergie, chercher d'autres sources d'énergie. Et donc, ça, c'est vraiment des pistes où on va se dire comment on raccorde à une pompe à chaleur, comment est-ce qu'on cherche de l'énergie issue de l'énergie renouvelable, de la géothermie. Donc, ça veut dire que l'immobilier demain,
c'est un immobilier quoi, en bois, avec des matériaux biosourcés et avec des panneaux solaires sur le toit, c'est ça? Ou c'est un peu réducteur de dire ça? C'est non seulement réducteur, mais moi je pense qu'il n'y a pas une solution, il y a des solutions. Et les solutions, elles doivent être pragmatiques, associées au lieu où vous êtes, au type d'énergie, au type de matériaux. Et donc il y aura des solutions 100% bois raccordées à un réseau de chaleur. Il y aura des solutions avec du mix, avec du béton bas carbone, des isolants biosourcés, des panneaux solaires et photovoltaïques. Enfin, donc on va avoir peut-être autant de solutions qu'il y a de sites en réfléchissant à chaque fois, en se disant finalement quel est l'impact carbone que va avoir cette transformation, cette construction sur mon territoire. Donc parfois, ça n'a pas de sens de dire je vais chercher des matériaux très loin alors que je peux produire localement. Est-ce que ça passe par l'usage aussi de l'immeuble que l'on construit ou qu'on le réhabilite ? Alors, vous avez raison, décarboner, c'est travailler sur la réhabilitation, c'est travailler sur des nouveaux matériaux et travailler sur des nouvelles sources d'énergie, mais c'est aussi intensifier l'usage. C'est l'utiliser plus, cet immeuble, finalement, c'est ça ? C'est vraiment se dire, on a des mètres carrés que l'on va chauffer, que l'on va éclairer. Et donc, comment est-ce qu'on intensifie l'usage ? Peut-être je peux vous donner un exemple. On a livré, il y a quelques mois, un nouveau quartier à Issy-les-Moulineaux. Et là, c'est vraiment un démonstrateur de tout ce qu'on peut faire, je pense, de plus innovant aujourd'hui en matière d'immobilier, puisqu'on a à la fois transformé, c'était un ancien siège de France Télécom qui était un site de recherche et développement complètement fermé, complètement artificialisé. On l'a, là pour le coup, démoli. On a créé un nouveau quartier avec plus de 600 logements. Ça sera le siège de CNP Assurance. Une trentaine de commerces en pied d'immeuble. Et donc des écoles, des crèches. Et donc 12 produits immobiliers imbriqués. Donc c'est donc on conçoit plus seulement que de l'habitation, c'est-à-dire qu'en fait on conçoit au global. Là on conçoit un nouveau quartier. D'accord. Et donc le fait qu'on ait cette mixité, ça nous a permis de raccorder l'ensemble de ces commerces, bureaux, logements à de la géothermie. D'accord. Et donc d'avoir 73% de l'énergie renouvelable qui alimente tout le quartier. D'accord. On n'a peut-être pas pu le faire à une échelle plus petite. Et puis de pouvoir et de mettre au cœur de cet îlot une forêt urbaine pour à la fois capter du CO2, et donc ça fait un puits carbone, et en même temps que ça soit un îlot de fraîcheur hyper agréable pour les gens qui y vivent. Donc pour que ça marche, il faut que le projet soit d'ampleur, c'est ça qui... Pas forcément. Non, pas forcément, parce mais... qu'en fait là je vous ai donné le niveau du quartier. Bien sûr, oui, complètement. Dans le quartier, on a créé un tiers-lieu qui s'appelle NIDA, qui mixe à la fois de la restauration, des salles de réunion, des ateliers de co-construction. Et donc ça, finalement, là on est à l'échelle d'un espace, bien sûr, 1500 mètres carrés, et on a intensifié l'usage pour que finalement ce lieu, il soit pas ouvert une fois de temps en temps ou aux heures ou en semaine, mais il soit ouvert 7 jours sur 7. D'accord. Avec la possibilité d'y faire plein d'activités différentes et s'adresser à des publics aussi bien des personnes qui travaillent dans ce quartier, mais des scolaires, des gens qui y vivent. Avec cette idée de se dire finalement maintenant que quand on construit un immeuble, on maximise finalement l'usage de cet immeuble parce que pour justifier finalement l'émission de carbone qui est associée à l'immeuble, c'est ça ? Alors plus que justifier, nous on pense que finalement construire un nouveau quartier, émettre du carbone en essayant de le limiter au maximum, ça a aussi une valeur sociétale. C'est-à-dire qu'en fait, il y a du carbone, entre guillemets, socialement utile, puisque finalement, le fait qu'on fasse un quartier ou qu'on permette à des gens de se rencontrer, de partager une expérience de vie, d'échanger, ça a une valeur pour la cité, pour le lien social. Et donc ce carbone-là, on pense qu'il est utile dès lors qu'on a tout fait, évidemment, pour qu'il soit le moins émissif possible. Un mot sur Altarea. Alors vous avez publié vos résultats, ça fait un mois maintenant. Vous mentionnez notamment votre chiffre d'affaires vert. Alors ça va être une obligation au niveau européen, notamment en lien avec la taxonomie européenne. Vous publiez un chiffre d'affaires aligné à 44%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que d'abord, on a pris ce sujet très tôt, très en amont, puisqu'on n'est pas obligé, vous l'avez dit, de publier. Et en se disant, finalement, nous, on veut lier
performance financière et performance extra-financière. Et on a vu dans cette réglementation, cette nouvelle réglementation de reporting environnemental, la possibilité finalement de relier les deux et de, au niveau de comptes consolidés, regarder sur l'ensemble de notre chiffre d'affaires, donc toute activité confondue. Donc là, on a vraiment embarqué toutes nos marques, lesquelles sont dites alignées, puisque dans la terminologie de cette taxonomie, il y a 6 critères différents que vous devez... qu'on commente régulièrement dans cette émission. Voilà, donc vous devez intégrer, et donc vous avez ces 6 critères ou vous ne les avez pas. Et donc, nous, ça nous permet finalement d'avoir un outil de pilotage, un outil de mesure qu'on relie au compte consolidé et qui va nous permettre de progresser dans toutes nos activités, puisque les 44%, c'est sur l'ensemble du groupe. On sait qu'on est à 70% sur la foncière, donc plus avancé sur la foncière, à 42% sur la partie promotion. Et donc, on voit toutes les actions qu'on a à mettre en place pour progresser. Et on a fait, en plus de cette chiffre d'affaires vert, qu'on voit comme une opportunité, puisqu'on se dit que finalement, notre enjeu, ça va être d'éviter le greenwashing, d'être comparable d'une entreprise à l'autre. On a également, nous, complètement revu notre bilan carbone, pour là aussi l'ensemble du groupe, pour que finalement, on puisse mesurer quand vous générez 1 euro de chiffre d'affaires, quel impact combien de carbone est-ce qu'on émet. Donc aujourd'hui, le calcul qu'on a fait, c'est pour 1 euro de chiffre d'affaires généré, on émet 360 grammes de CO2. Et donc on se dit, voilà, on va travailler sur un découplage entre l'euro de chiffre d'affaires avec un impact carbone réduit. Donc ça, c'est 2 exemples très concrets pour dire comment est-ce que on relie performance financière et extra-financière, et on a même intégré ces critères dans le critère d'intéressement extra-financier pour que finalement ce soit le sujet de tous les collaborateurs et donc pas juste un sujet de direction générale. Merci beaucoup Nathalie Bardin d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directrice marketing stratégique, innovation et RSE chez Altarea. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis et à tout de suite pour Enjeu Patrimoine.